Nous avons déjà exploré dans Les Vivants et les Dieux le thème traditionnel de la musique des sphères, c'est-à-dire de cette musique qui est jouée en quelque sorte par les planètes, tournant autour de la Terre, puisque bien entendu nous sommes dans l'ancienne conception du monde, les planètes qui sont portées par ces sphères qui, en tournant dans les cieux, composeraient une musique globale, la musique de l'univers, l'harmonie en quelque sorte de la création de Dieu. Dans cette première exploration, nous nous étions arrêtés à l'expérience de Kepler qui d'une certaine manière est le dernier des anciens philosophes et scientifiques et en même temps le premier des savants modernes, puisque à la fois il édicte des lois qui vont devenir les lois de l'astronomie, qui sont des lois de nature mathématique, et en même temps il est persuadé qu'il existe bien cette musique des sphères et qu'elle est comme la signature de la gloire divine. Nous allons donc reprendre cette enquête à partir de Kepler et en compagnie de Dominique Proust, chercheur à l'Observatoire de Meudon, qui vient de publier un livre qui essaie de faire le tour de la question depuis les origines jusqu'à aujourd'hui. En effet, avec la fondation de l'astronomie moderne, il ne faudrait pas croire que le thème de la musique des sphères disparaît, mais on voit beaucoup plus comment il se gauchit, comment d'une certaine façon il trouve une nouvelle signification, mais comment aujourd'hui même il y a encore un accord profond, secret, mais extrêmement plein de sens entre l'activité mathématique, l'activité physicienne et cosmologique et l'activité musicale. Et c'est précisément cet accord, cette harmonie au second degré, si on peut dire, que nous allons essayer de percer tout en marquant les différences dans cette nouvelle musique des sphères que l'on trouve par exemple dans certains des musiciens les plus modernes comme Stockhausen, éventuellement chez quelqu'un comme Varèse. L'aspect mystique de Flude, on trouve surtout dans ces constructions, que ce soit cette espèce d'instrument universel, un musicum universalis qui est représenté à la fois par des cordes, par des tuyaux. C'est vraiment l'instrument qui plus va élever l'esprit, va élever l'âme de la terre vers le ciel, suivant c'est une harmonie induite dans l'individu. Tandis que Kepler, lui, se démarque assez bien de cette démarche purement spirituelle, purement mentale, en montrant qu'il y a des planètes qui tournent, que ces planètes tournent suivant les trois lois, que ces recherches d'harmonie lui ont permis finalement d'extirper, de ressentir, et ensuite de les exposer, puis ensuite surtout de les vérifier, ces trois lois. Ça, c'est fondamental. Donc, je crois qu'il y a une démarche très forte dès l'instant où il a compris que ce qu'il voit correspond à ce qu'il prédit sur le plan de la mécanique céleste. Petit à petit, il y a une petite divergence par rapport à ses idées premières qu'on trouvait dans le Mysterium Cosmographicum, c'est-à-dire une sorte, un petit peu un méli-mélo où on ne sait pas très bien ce qui est intuitif, ce qui est véritablement physique ou mathématique au sens moderne du terme, mais ce que ressentait intérieurement Kepler, c'est-à-dire à la fois une notion mystique, une notion physique qui s'interpénètre et qui s'échange en permanence. Par rapport à cela, on a l'impression que Robert Flude, et je m'attache à Robert Flude parce qu'on sait qu'il a eu une très grande importance du point de vue de l'histoire culturelle et du point de vue de l'histoire des idées, avec la position qu'il avait à la cour du roi d'Angleterre, la cour des Stuarts, etc. C'est que Robert Flude, on le voit d'ailleurs, attaque Kepler sur sa conception même des mathématiques, alors pourtant que la musique est fondée sur des rapports mathématiques. Mais on a l'impression là aussi qu'il y a quelque chose qui se fait divergence, qui n'était pas explicité dans les anciens modèles, et particulièrement dans Platon, c'est-à-dire que finalement il y a une mathématique opératoire, si on peut dire, une mathématique physique qui correspond à la réalité, et puis il y a une mathématique symbolique. Et là aussi, je dirais, la rupture s'accomplit à ce moment-là. Oui, il a finalement Flude, lui reste dans véritablement une tradition
plus la tradition néoplatonicienne. Pour moi, je ressens Flüt de cette manière-là, tandis que Kepler, lui, va se considérer finalement comme un pythagoricien averti, c'est-à-dire que la symbolique des nombres pour Kepler va commencer petit à petit à s'estomper pour une mathématique opératoire, comme vous le dites, tandis que Flüt va garder les aspects symboliques que l'on trouve dans le courant à partir de Platon et dans tout le courant néoplatonicien dont il est directement un héritier, c'est-à-dire finalement la tradition hermétique est présente chez Flüt beaucoup plus que chez Kepler, disons chez le Kepler mûr, que le Kepler de l'Harmonices Mundi. Mais alors, la question qu'on peut se poser, Dominique Proust, dans la mesure où le thème de l'harmonie des sphères était relié très précisément à une vision du monde générale, était relié aussi à cette espèce de bloc, si l'on peut dire, que formaient les mathématiques, l'astronomie, la musique et en fin de compte une appétence mystique évidente, dans la mesure où ce bloc se fissure en fin de compte, c'est que représente encore le thème de l'harmonie des sphères précisément après l'œuvre de Kepler. L'ordre divin reste. On croit toujours que le cosmos est de toute façon une création voulue par Dieu et organisée par Dieu. Mais on commence déjà à travers tous les grands philosophes du XVIIIe siècle, que ce soit Kant, mais aussi Maupertuis, Leibniz, Wright et plus tard William Herschel, on trouve maintenant cette approche d'un cosmos qui est en évolution, d'un cosmos qui a eu un début, et un début qui finalement n'est pas incompatible avec la notion divine d'éternité. Ça s'ajuste très très bien, on contemple un cosmos et ce que l'on voit dans le ciel, avec aussi les progrès instrumentaux, place l'harmonie du monde, l'harmonie des sphères à un autre niveau. On ressent cette harmonie, mais on ne la ressent plus simplement limitée à un cortège planétaire, avec la question que l'on se pose de savoir si les planètes font bruit ou non, la vieille question que l'on trouvait chez Pythagore, que l'on trouvait et qui était réfuté par Aristote. Non, c'est l'ensemble du cosmos maintenant qui est assimilé à une sorte de gigantesque machine. C'est aussi avec finalement cette machine, elle tourne rond et elle tourne peut-être avec par la volonté d'un dieu que Voltaire définit comme le super horloger. Finalement, on retombe là dans la notion voltairienne de cette machine merveilleuse qui tourne. Au fur et à mesure qu'il y a une complexification des mathématiques et des progrès scientifiques, en fait, le langage musical lui-même évolue de manière parallèle. Et on retrouvera même à notre époque, au début du XXe siècle, le changement, une nouvelle évolution du langage, lorsque d'un côté, en science, on passera à l'univers relativiste, à la relativité restreinte, qui va s'accompagner de l'autre côté de nouveaux styles de langage, du décaphonisme, etc. Alors, à l'époque de Bach au XVIIIe siècle, le langage, de toute façon, change lorsque l'on regarde un petit peu les constructions formelles, les fugues les plus sophistiquées de Bach. Et je prendrai comme exemple l'art de la fugue. On trouve des dissonances ou des consonances étranges qui n'existaient absolument pas avant. Et lorsqu'en jouant l'art de la fugue, par exemple, le grand pianiste Glenn Gould dit, tout en jouant, que Bach ne module jamais au sens conventionnel du terme, il laisse toujours l'impression d'un univers en expansion. C'est tout ce langage, toute cette rhétorique musicale de Bach qui éclate en même temps qu'éclatent les nouvelles conceptions de l'univers. Le langage évolue. On trouve aussi, par exemple, chez d'autres compositeurs, chez les Français comme Rameau, le début de l'opéra Zaïs, il y a une sorte de chaos. C'est la notion de chaos qui commence à prendre place, ou dans les éléments de Jean Fay-Rebel, l'orchestre fait une sorte on se demande presque si l'orchestre n'est pas en fait au début du morceau en train de s'accorder. Il y a une sorte de préfiguration d'un chaos initial que l'astronome commence à envisager, que Kant commence à envisager
le chaos du début, on le trouve aussi chez les anciens, bien sûr. Mais il y a un parallèle entre cette évolution du langage musical et les observations au télescope. Et en plus, cette convergence, il y a même un croisement qui est extrêmement fécond, puisque on trouve dans des cours comme chez Frédéric II en Allemagne, Frédéric II de Prusse, c'est là que des musiciens comme Lebart, père et fils, croisent des philosophes comme Lambert, comme Kant, comme Wright, etc. Et les dédicaces d'ailleurs de Kant ou de Barthes sont toutes faites à Frédéric II, que ce soit un livre philosophique ou une partition de la plus grande sophistication. Par rapport à ce que vous venez de nous dire, Dominique Proust, on en tire la conclusion que, alors que pendant des siècles, pour ne pas dire un millénaire et demi, il y avait eu une unité profonde entre la musique et l'astronomie, par le biais des mathématiques, qui était l'élément médiateur, si l'on peut dire, mais c'est que là, l'évolution se fait entre ces deux domaines. Vous nous le montrez en parallèle, mais en parallèle, cela veut dire que chacune est devenue indépendante de l'autre, ou plus exactement, je dirais, autonome de l'autre. Cette autonomie, oui, cette autonomie existe dans la mesure où chaque branche va se développer de son côté, mais elle va faire tout de même, il va rester toujours des passerelles communes qui vont de l'une à l'autre. La conception du cosmos et la conception musicale reste toujours suivant des liens étroits. Je vais prendre un exemple historique qui est tout à fait, qui m'a semblé toujours caractéristique. Par exemple, lorsque Haydn a composé ses symphonies londoniennes, il était à Londres. À la même époque, l'astronome ex-organiste et maître de chapelle William Herschel était extrêmement célèbre en Angleterre par ses observations et puis ne serait-ce que sa découverte de la planète Uranus. Et Haydn va un soir, il le relate dans sa chronique, il va rencontrer Herschel et ils s'entretiennent pendant une nuit entière de l'origine du monde, du cosmos, d'où viennent les étoiles, d'où viennent ces petites taches qu'Herschel a du mal encore à assimiler à des galaxies. Mais ils s'entretiennent énormément du début du monde, tout à fait imprégné du kantisme. Et quelque temps après, lorsque Haydn rentre en Autriche, il va composer une de ses pièces majeures, qui est la création. Et cet oratorio, la création, die Schöpfung, commence avec un chœur qui est extrêmement discret. C'est un ensemble de quatre registres qui, d'un seul coup, va enchaîner sur le mot, raconte le début de l'univers, et ce fut la lumière. C'est und es war Licht, ce fut la lumière. Et sur le mot Licht, on passe d'un pianissimo à un triple forte, une sorte de préfiguration du Big Bang. Et ce forte, cette expression, cette transposition musicale de l'origine du monde vient directement de sa rencontre avec Herschel. Par rapport à l'évolution de la musique, et même par rapport à ce que vous nous dites sur la relation entre Haydn et Herschel, est-ce qu'on ne retrouve pas, je dirais, d'une certaine manière, la distinction que faisait Newton dans ses manuscrits théologiques, lorsqu'il disait, parlant de la lumière précisément, disant il y a deux lumières, il y a lux, qui est la lumière divine, et il y a lumen, qui est la lumière physique. Alors l'une est engendrée par l'autre, mais elle se trouve à deux plans différents. Je veux dire, lorsque Haydn écrit la création, il y a quand même une espèce de glorification divine. Il y a un acte de foi, en quelque sorte, qu'on ne trouve pas chez les astronomes de la même époque, ou tout au moins qu'on ne trouve pas dans leur science en tant qu'elle est constituée. Certainement. Haydn exprime une foi, sa foi vive, sa foi de chrétien, sa foi de Herr Kapellmeister autrichien, tandis que pour les astronomes, petit à petit, ont plus un regard, une contemplation, une sorte générale de la nature, une sorte de téléologie du monde, et c'est cette différence d'approche fait qu'il y a une différence dans la manière de voir les choses, comme vous le dites à propos de Newton, c'est-à-dire
la lumière de Newton se décompose effectivement, en couleurs. Newton les associe. D'ailleurs, il va même associer ces couleurs aux notes, aux différentes planètes et aux notes de la gamme, puisqu'il y a cette note et cette planète dans le ciel. Mais il y a aussi la lumière interne, qui est effectivement beaucoup moins présente chez les astronomes que chez les compositeurs. L'aspect spirituel reste beaucoup plus présent chez le musicien que chez le physicien. Nous nous trouvons en même temps, Dominique Proust, à peu près à la même époque, devant, je dirais, la fin de trajectoire de l'univers en tant que machine, enfin le fameux dialogue, vous savez, vous connaissez bien sûr, entre Napoléon et Laplace, qui explique la mécanique céleste, et Napoléon dit mais où est Dieu dans tout ça? Et Laplace lui répond non, sire, je n'ai pas besoin je n'en ai pas besoin. Et on a l'impression que la musique romantique, que ce soit Beethoven, que ce soit Schumann, que ce soit Schubert, etc., et je dirais jusqu'à l'extrême point de la musique romantique qui me semble être Wagner et un point de bascule, elle a redécouvert véritablement une espèce, je dirais, d'intuition mystique du monde, en fin de compte. Parce que même si le mot de Dieu n'est pas forcément prononcé, c'est quand même, je dirais, le sentiment du divin qui s'y exprime sans arrêt. Ce sentiment, on le trouve effectivement chez bien des compositeurs. Le sentiment divin est présent, même de manière sous-jacente dans tout un ensemble de pièces qui ne veulent pas finalement affirmer leur nom de composition à caractère mystique. Mais prenons une ou deux symphonies de Saint-Saëns, ce sont des pièces vraiment prenons la fameuse 3e symphonie avec orgue, elle commence par une sorte de Big Bang, c'est l'orgue qui donne tout l'accord avec le tutti, et ensuite il y a un développement qui est exactement analogue à ce que l'on a comme modèle en cosmologie moderne de la matière qui part dans tous les sens. Ce sont là les sons qui partent dans tous les sens et qui sont repris d'ailleurs par deux pianos, par le pupitre des violons, les cordes, etc. Il y a de toute façon effectivement cette volonté. Et par contre, chez d'autres compositeurs, il y a aussi la volonté affirmée de rester dans le mystique et le divin. C'est typiquement la musique de César Franck à ce moment-là. Et pourtant, j'ai cité ces compositeurs à bon escient parce que César Franck, d'abord, fréquente assidûment l'Observatoire de Paris, il est très lié à Leverrier. César Franck est le professeur de piano de la fille de Leverrier. Leverrier est un personnage considérable. Lui, il a découvert Neptune à cette époque-là, au XIXe siècle, à la moitié du XIXe siècle. Et il ne l'a pas découvert par l'observation, mais par la prévision. Il a calculé des perturbations en disant Neptune doit se trouver à tel endroit dans le ciel. Et effectivement, Neptune s'y trouvait. C'est exactement l'époque où Saint-Saëns, dont je parlais lui-même, fréquente l'Observatoire de Paris, l'époque où Massenet compose des sonates pour s'acheter sa propre lunette astronomique et observer le ciel. Et inversement, lorsque Foucault, astronome à l'Observatoire de Paris, veut mesurer la vitesse de la lumière, Foucault fait appel à un artiste, le facteur d'orgue Cavaillé-Coll, pour l'aider à construire un appareillage pour mesurer la vitesse de la lumière. Donc il y a de toute façon toujours ce lien et cet échange, cet inter-échange entre les scientifiques, même si eux ont une vision qui est de plus en plus rationnelle du monde, le mystique s'éloigne chez le scientifique, et le musicien qui lui reste tout à fait empreint de ses convictions et de ses convictions mystiques et religieuses. Oui, mais précisément, on a l'impression qu'au fur et à mesure, je dirais, de l'évolution des temps et de l'évolution des siècles, l'unité a disparu, mais non pas pour ne laisser la place à rien, et je dirais, elle a laissé la place à une complémentarité. C'est l'impression que ça donne entre les musiciens et les scientifiques. Comme si les scientifiques ne pouvaient pas se passer de musique, d'une certaine manière. Cette complémentarité, on la retrouve à notre époque. Disons, au sens large, il y a peu de scientifiques qui n'ont pas un besoin, qui n'ont pas eux-mêmes un appel pressant de sortir de leur laboratoire, de sortir de leur propre activité pour se tourner vers d'autres formes d'élévation.
que ce soit alors les astronomes et les musiciens, mais aussi les autres domaines de l'art, la peinture, la sculpture, etc. Oui, mais si vous voulez, on a quand même l'impression que la musique est toujours un domaine de prédilection, finalement. C'est vrai. Il y a peut-être ces dénominateurs communs, maintenant que l'on connaît les propriétés physiques de la lumière, donc cette propriété ondulatoire, et maintenant que l'on connaît parfaitement aussi les phénomènes vibratoires qui permettent à la musique de partir de l'instrument vers l'auditeur, il y a peut-être ce vecteur commun qui pousse à la fois à s'intéresser au phénomène du son et au phénomène de la lumière. Et probablement, je pense qu'une des plus grandes frustrations de l'astronome, c'est et là on pourrait même revenir à la notion pascalienne, c'est le silence des espaces infinis. En fait, on peut en bricolant entendre l'émission d'une étoile en la mettant sur un amplificateur de radio, bien sûr, en multipliant les fréquences, mais on n'entend pas la privation. Ce qui est le plus frustrant pour l'astronome, c'est de voir, mais de ne pas entendre avec ses sens. On a la perception sensitive d'une galaxie lointaine, mais on ne l'entend pas. Et on revient finalement à la notion presque platonicienne de savoir, d'espérer, de se poser la question, est-ce que les cieux font bruit ou non, et souhaiter finalement qu'ils le fassent. Dans l'évolution de la musique au XXe siècle, vous y avez fait allusion tout à l'heure, Dominique Proust, on est confronté à une révolution, évidemment, qui est la révolution du dodécaphonisme, et dont on pourrait se dire qu'elle nous sort complètement, je dirais, des horizons traditionnels de la musique, de ses rapports avec les sciences, de ses rapports avec l'astronomie. Et moi, je pense à des compositeurs, disons, assez modernes, qui est quelqu'un comme Stockhausen. Alors, Stockhausen, on voit, et à écouter ses œuvres, et à voir ce qu'il écrit sur ses œuvres, comme en fin de compte, il est lui-même saisi par une espèce de grand néo-pythagorisme ou de grand néo-hermétisme, et comment, à travers la musique, et c'est bien, en fin de compte, le secret du monde qu'il veut exprimer. Effectivement, chez Stockhausen, il y a une synthèse, il y a un lien particulier, ne serait-ce que dans une pièce comme Sirius. Sirius a un passage où il y a la dominante de la trompette qui sonne, et le son, c'est l'utilisation vraiment du son, de la patte sonore comme vecteur universel, de même que Sirius nous apporte de manière dominante la lumière, puisque c'est l'étoile la plus brillante du ciel, elle n'a pas été choisie par hasard. La lumière de Sirius met 8 ans et demi pour nous parvenir. Le son du trompettiste va mettre moins, bien sûr. Mais il y a exactement cette même volonté d'exprimer l'universalité de la patte sonore, l'universalité de l'onde à travers aussi bien à travers la perception, toutes les formes sensorielles de la perception. Quand on pense une autre pièce comme l'Atlas Eclipticalis, donc les constellations de l'écliptique, du zodiaque, donc, sont la musique qui est associée à cet Atlas Eclipticalis, les sons sont directement calculés en fonction des distances des étoiles par rapport au centre apparent de la constellation. Donc le Capricorne, le Verseau, etc. Tout le zodiaque a été construit de cette manière-là. C'est vraiment pour exprimer la présence de la mécanique céleste à travers la patte sonore. Donc on a ici une forme tout à fait moderne de l'harmonie, de l'harmonie de la musique des sphères, même si parfois elle peut s'exprimer, et effectivement, dans notre langage. Elle s'exprime suivant des codes qui sont tout à fait nouveaux. On sort de la forme sonate, on sort de la forme de la fugue d'école avec son sujet, son imitation de sujet, son contre-sujet, et puis la strette finale pour arriver à un très bel accord à la dominante et à la tonique. Par contre, maintenant, bien sûr, il y a les progrès instrumentaux et même, disons, la musique électronique permet aussi de moduler, parfois d'une manière qui peut être simplement agressive
a priori pour notre oreille, mais simplement parce que notre oreille est encore, elle, en retard. On pourrait dire qu'elle est comme l'armée française, elle est en retard d'une guerre. D'une certaine façon, Dominique Proust, on peut dire que la dissonance peut faire partie de l'harmonie. Je pense que c'est, au moins depuis Wagner et ses successeurs, ce que nous avons appris. Mais on a l'impression que d'une manière générale, et à la fois les musiciens, je dirais, redeviennent hermétistes. Enfin, je parlais de Stockhausen, on voit bien un moment quand il écrit une pièce à partir de l'Évangile, il faut que ça ait exactement 12 lettres à cause de la signification sacrée de ces 12 lettres, etc. Alors même qu'il travaille du côté de l'astronomie, et on a l'impression, est-ce mythologique ou pas, mais pourtant ça existe, on a l'impression que finalement les astrophysiciens ont toujours, je dirais, en arrière-plan dans leur tête, le fait qu'il y a de l'harmonie dans l'univers. Alors éventuellement c'est une harmonie qui s'installe, dont on suit l'histoire, mais que d'une certaine manière c'est bien fait. C'est bien structuré, et je pense à l'expression, par exemple l'expression favorite de quelqu'un comme Melville Reeves, qui dit comment se fait-il que dans l'univers il y ait de la musique plutôt que du bruit. Or, je veux dire, cette comparaison n'est quand même pas innocente. Elle a tout son poids d'histoire et tout son poids de signification avec elle. Dans la physique moderne, que ce soit la physique classique ou même la cosmologie primordiale, il y a les théories les plus avancées, curieusement, font toujours appel à quand même une recherche d'harmonie. On ne peut pas construire à partir de rien. Disons que ça, en physique contemporaine, cette harmonie est une sorte de socle, est une sorte d'assise à partir de laquelle tout va se construire. Donc, si on veut concevoir d'abord un début au monde, un Big Bang, on veut bien imaginer un chaos. Mais tout de suite après, il y a aussitôt, actuellement, en cosmologie primordiale, on associe des entités que l'on appelle des cordes, des supercordes. Et le mot supercordes ce sont des entités quantiques, mais qui vibrent. Au même titre qu'une corde de violon. C'est-à-dire qu'on se retrouve exactement dans la situation telle que vous la définissez, d'avoir une sorte de manteau un peu sur soi, un manteau presque obsédant, un manteau qui sert de guide, il doit y avoir, on peut imaginer, mais en étant toujours guidé par quelque chose de logique. Cette harmonie, finalement, c'est quelque chose, on cherche quelque chose qui nous rattache nous-mêmes, qui peut-être toujours justifier ou expliquer notre propre existence. C'est peut-être soi-même que l'on recherche on cherche nos propres racines. L'harmonie, finalement, est une sorte de lien peut-être généalogique pour arriver à savoir comment, depuis le début, les choses ont pu s'organiser, mais non pas de manière anarchique, non pas de manière chaotique, parce que on a toujours peut-être c'est peut-être une nouvelle forme d'un certain anthropocentrisme, ou voire peut-être, si on le prend encore à un degré supérieur, une forme de vanité, de donner à l'homme son statut. Mais l'homme ne serait pas un processus qui serait issu uniquement de lois hypothétiques ou de chaos complet. Il y aurait toujours, de manière sous-jacente, une certaine organisation et que l'on recherche à travers cette harmonie. Précisément, Dominique Proust, souvent on dit ou on voit écrit d'une manière peut-être un peu rapide que le thème de l'harmonie des sphères n'a plus aucun sens aujourd'hui. Or, la question que je me pose, c'est de me dire, est-ce que l'harmonie des sphères n'a plus aucun sens aujourd'hui, dans la mesure où il s'agit des sphères telles qu'on les imaginait ensuite. On sait très bien que ce modèle d'univers n'est plus applicable. Mais est-ce qu'en réalité, toute la cosmologie moderne, toute l'astronomie moderne, ne réinvente pas l'harmonie des sphères dans leur sens le plus profond, c'est-à-dire une harmonia mundi, une harmonie du monde?
Oui, absolument, parce que aussi loin, ou plutôt, non pas aussi loin, mais aussi tôt que l'on puisse remonter dans l'histoire de l'univers actuellement avec les matériaux dont on dispose, c'est-à-dire la théorie dont je parlais, les travaux les plus avancés en gravitation quantique, en théorie des supercordes. Ces supercordes, finalement, seraient les premiers éléments d'une construction harmonique, et le fait qu'on soit absolument obligé de les mettre en vibration pour pouvoir définir un espace et un temps à partir de ça représente en fait à l'échelle la plus petite, la plus microscopique, mais aussi suivant dans des conditions physiques tout à fait particulières, représente tout à fait le premium, la matière première de cette harmonie, qui va ensuite évoluer vers ce que l'on observe aujourd'hui, vers le monde, vers le cosmos, vers l'univers tel qu'il évolue, dans toutes ses directions et dans toute sa complexité. Mais finalement, la complexité, elle est toujours apparente. Il y a, c'est ce que l'on appelle quasiment en physique les lois d'invariance d'échelle. On peut prendre le phénomène, si on regarde la nature, si on prend un phénomène par exemple extrêmement classique, le vent souffle sur un arbre, on voit les feuilles qui s'agitent. Ces feuilles qui s'agitent, on a l'impression qu'elles s'agitent de manière chaotique. Il y a le vent d'un côté et il fait remuer les feuilles. Mais si on arrive à décomposer l'ensemble de ce mouvement, on peut arriver petit à petit à trouver une loi ou trouver une loi commune, une loi presque harmonique, qui explique, qui est à la base de ce mouvement des feuilles dans les arbres. C'est ce qu'on appelle en physique. Ensuite, on peut passer bien sûr au domaine parfaitement de l'infiniment petit, du microscopique, et on arrive à ces lois qu'on appelle d'invariance d'échelle, qui sont actuellement l'assise de la cosmologie moderne.